on n'a pas encore consulté formellement le président honoraire et Katoumi. Donc, le révérend Dick Divray, mais dans le contexte de contacts préliminaires, partager l'intuition pour voir un peu la faisabilité. De la même façon, avant de rencontrer formellement le chef de l'État, on avait aussi des contacts préliminaires avec les ténors de sa famille politique pour tester la faisabilité. Je crois que le malentendu, donc c'est clair, hein? Voilà. Alors, par rapport aux échéances, on ne peut pas vous donner un calendrier précis, mais le temps presse. Si nous ne voulons pas vous donner un calendrier précis, simplement, nous ne sommes pas dans la logique d'imposer aux politiques, aux parties prenantes, ce qu'ils doivent faire. On doit les respecter aussi. Je donne juste un exemple. Il arrivera un moment où les regroupements politiques devront proposer les personnes qui vont les représenter dans ce forum. Combien de temps ils prendront, nous pourrons leur dire notre vœu, notre désir, que ce soit bref, mais ça ne dépendra pas de nous. Et tout comme le pacte que nous voulons, ce n'est pas que la SENCO et l'ECC ont créé un projet d'impact à faire adopter aux politiques. Non. Nous prenons l'initiative de sensibiliser les uns les autres, de montrer la nécessité, l'urgence de se mettre ensemble pour réfléchir, et c'est de leurs échanges que sortira un consensus national. Donc, que ce soit clair aussi, c'est aux politiques d'écrire, donc aux parties prenantes, aux forces vives d'écrire leur histoire, et ce n'est pas aux deux églises de la dicter. Alors, par rapport au contact avec l'M23, je vous dis simplement que nous avons une bonne expérience qui a fonctionné. Quand M23 occupait une bonne partie de l'Est, juste, je crois, Kabumba, entre Rutshuru et Goma, nous, la SENCO, nous sommes allés, c'était en pleine guerre. La SENCO était représentée par 5 évêques que j'accompagnais. Alors c'était vraiment pendant la guerre. Nous sommes allés, on a pris des contacts préliminaires aussi avec eux pour nous assurer qu'ils ne vont pas nous enlever quand on va arriver là-bas. Et on est arrivé, nous avons échangé avec eux, nous avons dit ce que nous croyons comme bien du pays dans cette crise. Ils ont donné leur cahier de charges que nous avions donné à qui des droits. Donc, on est dans la même philosophie. Ce n'est pas quelque chose... et à ce moment-là, ce n'était pas le président Tshisekedi qui était au pouvoir, c'était le président Kabila qui était au pouvoir. Donc, vous voyez que nous sommes là, non, nous ne tenons pas compte des individus, mais nous tenons compte du pays. Les confessions religieuses, vous avez raison, ça n'a pas de sens que nous prêchions la cohésion nationale et que nous ne puissions pas prêcher par l'exemple. Avant même, dans le cas des contacts préliminaires justement, comme je viens de le dire, il y avait déjà des contacts pour tâter le terrain auprès des autres chefs de confession religieuse qui sont aussi ouvertes à l'initiative. Mais maintenant, nous devons y aller formellement, échanger avec eux pour voir dans quelle mesure on peut collaborer. Ils ont beaucoup à apporter dans cette initiative, donc là, c'est vraiment pas un problème pour nous. Nous avons été reçus par le chef de l'État, le président de la République, et après cette rencontre, nous sommes déjà en train de rencontrer d'autres acteurs, notamment ceux de la composante politique, mais aussi de la composante société civile. À l'issue
l'issue de ces rencontres, nous aurons très certainement d'autres étapes qui vont nous être présentées. Et en ce qui me concerne, je voudrais d'abord commencer, comme je l'ai dit tantôt, commencer par présenter la philosophie opérationnelle. Alors, le pacte social pour la paix obéit à une approche mixte. Cette approche est à la fois interne et internationale. En ce qui concerne les aspects internes, le pacte vise la construction du consensus national autour des valeurs ontologiques des Ubuntu et qui ont fait preuve dans l'histoire de notre pays en ce qui concerne la résolution des conflits politiques ou militaires et même des conflits ethniques ou communautaires. Donc aujourd'hui, nous avons une bonne expérience à puiser à partir de cette approche de Ubuntu qui passe éventuellement par la discussion ou alors par le dialogue, parce que le concept de dialogue devient un peu pollué à un moment au niveau de l'imaginaire collectif. Donc retenons ensemble que notre démarche en ce qui concerne ces projets ou cette initiative vise principalement à construire un consensus national. Et ce consensus national vise quel objectif? A pour objectif c'est de voir dans quelle mesure nous pouvons régler tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui, mais dont les origines ou les causes remontent de très longtemps. Dans l'analyse de notre approche, nous avons refusé de rester uniquement sur les contextes immédiats, un peu comme qui dirait vouloir résoudre les problèmes des individus. Parmi les critiques qui sont formulées à nos différents formats de dialogue, y compris le dialogue de Santiti qui a débouché sur l'ordre constitutionnel en vigueur, d'aucuns disent que les dialogues au Congo ne visent que résoudre les agendas des acteurs ou des protagonistes. Et par conséquent, une fois que les agendas des individus trouvent satisfaction, l'essentiel est oublié, le pays est oublié, la population est ignorée et le cycle se maintient. Et c'est ce qui alimente d'abord, et d'ailleurs toute la polémique aujourd'hui, quand on apprend l'initiative, les gens se disent encore un dialogue. Pourquoi les dialogues? Parce qu'on va encore se partager le poste. Et donc c'est ici l'occasion pour nous de clarifier les choses. Et l'approche que nous mettons en place, cette initiative, ne vise pas le dialogue comme on en a l'habitude. On va réunir les acteurs, on ne réfléchit pas sur les fonds des questions, on prend les agendas, les mémos, et puis on s'arrête. Nous sommes dit, mais tiens, le père spirituel, en analysant la situation et de par l'ancrage historique de nos églises, se sont dit, il y a des faits qui se répètent parce qu'on n'a jamais eu le temps de faire un arrêt philosophique, un arrêt intellectuel pour analyser profondément les causes de ces conflits et proposer des solutions idoines. Donc, la première dimension, lorsque nous allons réfléchir à l'interne en vue de ces consensus, les questions ne seront pas seulement abordées autour de qui dit révision constitutionnelle, qui dit gouvernement, qui dit détournement, qui dit M23, mais les questions vont aller en profondeur. D'où le deuxième objectif serait de réfléchir sur des thématiques qui sont déjà identifiées et qui vous seront certainement présentées par mon collègue tout de suite, pour que vous sachiez les formats que nous mettons en place, les forums que nous voulons mener, va partir des réflexions qui vont être développées par des techniciens, par des experts, par des scientifiques, de tous bords, qui vont, tout en s'émancipant des appartenances politico-religieuses ou même culturelles, mais restant dans un agenda objectif que nous continuons à rêver comme étant l'idéal du vivre ensemble au Congo, et ils vont réfléchir, ils vont
analysées profondément et à l'issue desquelles réflexions découleront certainement des propositions. Donc ça, c'est un élément important et le point de départ. Et le troisième objectif que nous visons ici, c'est éduquer la population. Aujourd'hui, notre corps social est fragilisé et même le spectre du tribalisme aujourd'hui a pris beaucoup d'ampleur. Nous avons des frustrations, nous avons des conflits ethniques, des conflits communautaires, nous avons des conflits politiques et maintenant nous vivons des conflits militaires ou des conflits armés. Et donc, le travail ici vise aussi la dimension de la durabilité. Il ne suffit pas seulement de résoudre les problèmes de ceux qui sont aujourd'hui belligérants ou des conflits que nous vivons, mais nous voulons poser ce qu'on appelle les mythes fondateurs de notre nation. Quelles sont les valeurs qui justifient notre raison d'exister en tant que peuple? Quel est notre rêve idéal pour devenir une grande nation? Sur base de quels fondements nous reposons notre héritage en tant que nation et en tant que peuple? Voilà une vaste campagne d'éducation civique qui va être lancée dans un horizon au-delà de ce que nous parlons aujourd'hui en tant que crise pour donner un caractère durable à cette paix. Donc ça, c'est la dimension interne qui se résume par la construction du consensus national qui nous permettra d'analyser et d'aborder des questions de fond. La deuxième dimension, c'est la dimension du bien vivre ensemble. Le père spirituel se sont dit, mais tiens, écoutez, c'est un peu comme dans la Bible. Pourquoi tout le temps en Israël il y avait des guerres? Pourquoi tout le temps c'est la Palestine, c'est les Judiciens? Si vous lisez ceux qui lisent la Bible, vous allez comprendre que même dans la Bible, il y a de tels phénomènes. Mais au Congo, ça se justifie aussi du fait que, sur le plan géostratégique, notre pays regorge des ressources. Plusieurs rapports, que ce soit ceux des Nations Unies, indiquent que les minéraux au Congo, les ressources naturelles au Congo, constituent un vecteur important qui attire la convoitise et partant l'objet des guerres. Et donc nous ne pouvons pas rêver construire la paix au Congo, nous ne pouvons pas penser avoir une paix durable sans aborder aussi les causes profondes qui sont géostratégiques, non seulement par rapport aux pays voisins qui nous entourent, encore qu'il faut rappeler que les voisins, on ne les choisit pas, ils sont toujours et déjà avec nous, mais aussi tous les enjeux économiques, les enjeux de vivre ensemble, les enjeux fonciers, les terres. Et donc, le père spirituel se sont dit, nous allons également aborder cette question. Je voudrais ici insister pour dire que cette approche n'est pas restreinte à la question du Rwanda en tant que pays. Parce que le Rwanda n'est pas le seul pays et le président Kagame n'est pas le seul acteur. C'est vrai qu'aujourd'hui, et malheureusement, avec l'évolution de l'escalade verbale, la tension qu'il y a eu, nous sommes arrivés à une phase où il y a vraiment animosité entre peut-être nos peuples, rwandais et congolais, entre nos dirigeants. Mais nous transcendons toutes ces réalités pour dire, en tant qu'Église, nous devons arriver à créer ces vivre ensemble. Et ce qui n'est pas impossible. Pourquoi? Il y a des exemples. L'Europe est le continent, pour certains auteurs, les plus sauvages de l'histoire, qui a traversé et connu les 2 guerres mondiales. Et aujourd'hui, nous voyons l'Europe vivre dans la dimension qu'on appelle Union européenne, les Schengen. Ce sont des exemples que je donne. En Amérique, on a connu aussi les mêmes situations. Mais pourquoi d'autres continents sont arrivés à dépasser ces réalités et à construire un vivre ensemble? Ça, c'est un. Des deux. Il est arrivé des temps où nos pays ont été en difficulté avec les voisins, et grâce à l'apport de l'Église, je vais ici rappeler l'expérience de 2012, avec toujours le M23, combien les églises catholiques, protestantes et peut-être d'autres religions ont contribué dans la diplomatie parallèle pour décanter les crises qu'il y avait au niveau politique dans la diplomatie classique. Peut-être qu'aujourd'hui, quand on parle de l'Église, et je l'entends souvent dans les discours, même des journalistes que vous êtes, mais est-ce que c'est le travail de l'Église de faire ça? Tantôt on nous traite des églises politiciennes, tantôt on dit, bon, enfin, je ne vais pas entrer dans cette polémique.
Mais il est important de savoir, les églises en tant qu'institution, de par les mots, vous allez en Afrique du Sud, si l'apartheid a été vaincu par l'approche des justices transitionnelles de vérité et réconciliation, le rôle de l'église par Desmond Tutu a été très considérable dans la construction de la paix. Vous allez aux États-Unis lors de la ségrégation, le rôle de l'homme de l'église, Martin Luther King, a été très constructif dans la lutte contre la ségrégation. Mais pourquoi au Congo, on n'arrive pas à cerner justement la richesse que nous avons? Nous sommes des églises les plus importantes d'Afrique centrale. Ce sont des petites informations que je donne pour dire, de ce point de vue, nos églises sont en mesure d'apporter une bonne contribution sur ces faits. Voilà pourquoi j'ai fini ici pour dire l'objectif qui est au niveau régional, c'est que nous allons aussi nous intéresser à tous ces acteurs impliqués directement ou indirectement dans cette crise, mais aussi des personnes ressources qui peuvent jouer un rôle important dans la transformation des conflits en opportunités du vivre ensemble. C'est comme ça que vous apprenez, ou vous apprendrez davantage, que vos églises, porteuses de cette initiative, vont se déplacer, contacter, discuter. Ce n'est pas pour aller vendre le pays, mais discuter pour trouver des voies et moyens, d'abord d'analyser ensemble les causes profondes de ces crises, proposer des voies de sortie et reconstruire le vivre ensemble.